Les enfants naissent-ils naturellement bons ou mauvais? Comment expliquer qu'ils puissent être à la fois si aimants et naïfs et en même temps si égocentriques et tyranniques? Thomas Plouffe, spécialiste en psychoéducation, est avec nous pour chercher une voie médiane entre la pureté et le péché originel de nos enfants. Bonjour Thomas. C'est un grand défi que tu viens de me lancer. Un grand défi, mais là, si tu te poses ce genre de questions-là, Thomas, est-ce que c'est parce que tes nombreux enfants sont des petits anges ou des petits démons? Ouais, ils sont un peu. C'est plus la deuxième partie là, qui est vraie. Ben, je me questionne aussi beaucoup sur ma propre nature, là, nécessairement. Mais forcément, c'est sûr que ce qui me confronte, c'est l'égocentrisme de mes enfants plus que le mien. Le mien, je suis capable de m'en satisfaire, là, puis même même de me coucher dedans et d'être bien. Là. Là, tu parles d'égocentrisme des enfants. Est-ce que c'est la même chose qu'être égoïste? Ça serait quoi la différence entre les deux? Ben, c'est ça, l'égocentrisme, là, qui a pas bonne presse, là, le concept d'égocentrisme, là, qui a été, entre autres, beaucoup amené par Jean Piaget, qui est un psychologue du 20e siècle. Puis qui, depuis à peu près 20-30 ans, là, Piaget lui-même est assez conspué là, dans les, au niveau de la psychologie puis de l'éducation. Entre autres à cause de cette idée-là qu'il y a eu, que les enfants avaient une pensée qui était égocentrique. Donc, on peut clarifier ça. L'égocentrisme, c'est ça, c'est pas de l'égoïsme. L'égocentrisme, c'est tout simplement être centré sur son ego. C'est pas ni bon ni mauvais, c'est tout simplement un fait de nature, c'est une condition naturelle. Celui qui ne voit pas qu'il est centré sur lui-même, il ne se voit pas. Il ne se voit pas tout simplement parce que on est incapable, tout bonnement incapable de par notre nature, d'aller dans la pensée de l'autre, de penser, d'aller dans l'autre. On est toujours, en fait, le point de départ de notre réflexion, de nos actions, de nos pensées. Donc, forcément, c'est une condition naturelle. Là où ça peut devenir de l'égoïsme, c'est lorsque, au fur et à mesure que l'enfant grandit, bien, sa pensée se développe, mature, puis il devient apte, en fait, à surpasser son égocentrisme initial. Puis c'est à ce moment-là que s'il décide de s'y vautrer, s'il décide de rester dans son égocentrisme, il est conscient des autres, que les autres ne pensent pas comme lui, mais il reste quand même là parce que c'est plus confortable, c'est plus sécurisant, tout ça. Là, ça peut se transformer en égoïsme, ça peut devenir une faute. Là. C'est à partir de quand qu'on passe finalement d'être totalement centré sur soi à s'ouvrir? Bien, c'est très rapide, c'est-à-dire que l'égocentrisme, disons, dans sa plus pleine expression, on le voit chez le nourrisson. Tu sais, l'enfant, quand il naît, là, il est vraiment là, l'égocentrisme pur. Et littéralement, il considère qu'il est le monde et le monde est lui. Il n'y a aucune distinction de l'autre et lui, il est l'autre. Tout est mêlé. Il est capable il y a des références, admettons, les odeurs, les visages, tout ça, mais c'est toujours rapporté à lui-même. Mais très, très vite, dans son développement, il en vient à voir que l'autre est distinct de lui-même. Puis, il va se développer tranquillement chez lui ce que les psychologues ont appelé la théorie de l'esprit, qui est l'idée que l'aboutissement de la théorie de l'esprit, c'est vraiment je sais que l'autre ne pense pas ce que moi, je pense. Donc, il n'a pas ce que j'ai en tête, c'est pas la même chose de ce que Simon a en tête présentement. Thomas, dans le processus de développement d'un enfant, c'est quoi, disons, les principales expériences qui vont l'amener justement à peu se décentrer de lui-même? Bien, peu à peu, c'est ça. Ça se passe sur tout un processus, là, le processus de décentration qui amène au développement de la théorie de l'esprit. Puis disons qu'il va comme culminer vers 10-11 ans, où est-ce que là, l'enfant est comme rendu à une maturité nécessaire où il peut vraiment coopérer avec l'autre dans le dialogue, dans la discussion, puis tout ça. Mais puis il y a différentes étapes au fur et à mesure. Puis on peut très bien voir, là, expérimenter concrètement l'égocentrisme de l'enfant. Mettons un enfant de 2 ans ou 18 mois, 2 ans, on joue à la cachette avec lui. Il va systématiquement, il va toujours se cacher à la même place. Signe qu'il n'a pas encore en tête que l'autre, une fois qu'il m'a trouvé la première fois, il ne me trouvera pas la deuxième fois. Il va se cacher aussi à la même endroit que, mettons qu'ils sont 2 à jouer à cache-cache. Il a vu l'autre se cacher là, il va se cacher à la même place que son... Parce qu'il s'est dit, oh, c'est une bonne cachette, mais donc pas de théorie de l'esprit. Il n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est très jeune. Mm-hmm. Après ça, on peut faire une autre expérience intéressante que Piaget faisait. Il mettait dans une famille où il y a 2 enfants, c'est 2 garçons. Il demande à l'aîné, est-ce que tu as un frère? L'aîné répond, ça c'est vers 3 ans. Il répond, oui, j'ai un frère. Est-ce que ton frère a un frère? Ben non, mon frère n'a pas de frère, parce qu'ils sont seulement 2. Donc lui n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre. Donc vraiment, dans sa conceptualisation, dans sa représentation du monde, lui a un frère, mais son frère ne peut pas avoir de frère.
qui serait lui-même. Vous me suivez? Mais est-ce que Oui, c'est oui. juste qu'il ne comprend pas le sens du mot frère? Non, non, parce qu'ils peuvent vérifier autrement qu'il comprend très bien le sens. D'ailleurs, lui-même, il reconnaît qu'il a un frère. Non, c'est vraiment qu'il n'est pas capable de se placer dans la tête de l'autre. Après ça, plus vieux, vers à peu près 5-6 ans, on peut faire un test de fausse croyance, qu'on appelle. Là. Il y en a plusieurs variantes, mais il y en a une, je vais essayer de l'expliquer rapidement, c'est, mettons, on est dans une salle, il y a un enfant avec un expérimentateur. L'expérimentateur présente à l'enfant une boîte de Smarties fermée. Il demande à l'enfant qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Et l'enfant répond des Smarties. Il connaît, ça pourrait être d'autres choses que des Smarties, mais il connaît ça. Fait que là, l'expérimentateur ouvre la boîte, lui montre ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des raisins secs. L'enfant est déstabilisé. Ah, OK, c'est des raisins secs. OK, là, l'expérimentateur lui dit, OK, on remet les raisins secs dans la boîte, on ferme la boîte. On va faire entrer mon ami, un autre adulte qui va entrer dans la salle. Puis lui, il va rentrer. Puis on va lui demander, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte selon toi? Puis là, on s'intéresse à la réponse de l'enfant. Si l'enfant répond des raisins secs, c'est sûr que l'autre adulte va répondre des raisins secs. Il n'a pas développé la théorie de l'esprit. Vous me suivez? Plus ou moins? Je suis pas sûr que j'ai Non, bien développé ma propre théorie de l'esprit. Ah, ben, Va au bout de ton expérience. Si l'adulte qui rentre répond, c'est-à-dire qu'on demande à l'enfant, est-ce que l'adulte va répondre des raisins secs ou plutôt des Smarties qu'il a selon lui dans la boîte? Si l'enfant dit, ben moi, d'après moi, l'adulte, c'est sûr qu'il va savoir que c'est des raisins secs, mais c'est qu'il a projeté sa propre pensée sur l'autre. OK. Donc, il n'a pas développé la théorie de l'esprit. Il fait juste projeter sa pensée sur la tête, sur les autres. Versus, s'il l'a développé, il va répondre des Smarties. Il va se mettre à la place de lui. Moi, quand je suis entré, je pensais que c'était des Smarties. Donc, lui, il va... Bon, tu me comprends? Oui. Il y a d'autres tests de fausses croyances comme ça. Là. Mais là, ce que je me demande, c'est pour aider nos enfants à bien se développer, donc à ne pas rester uniquement centrés sur eux-mêmes, puis que leur esprit arrive à se mettre, comme tu dis, à la place de l'autre, est-ce qu'il faut que les parents activement fassent des exercices avec leurs enfants ou peu importe ce qui arrive, ça va arriver de toute façon? Bien, ça arrive du moment où est-ce qu'il y a la rencontre avec l'autre dans son imperfection puis sa finitude. C'est qu'est-ce qui fait qu'on développe la conscience de l'autre? Ben, c'est en étant en contact avec l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'on développe la conscience de l'autre qui n'est pas moi? C'est en voyant un autre qui n'est pas nous-mêmes. Donc, nécessairement, il y en a une partie qui est tout à fait naturelle. Tu sais, un parent qui n'est pas capable de répondre à 100% de ses besoins au moment où est-ce que les besoins de l'enfant sont, ce qui est le cas de tous les parents, là, nécessairement, il place l'enfant dans une situation où il doit se décentrer pour voir, il doit revoir sa représentation du monde pour se dire, comment ça se fait que ma pensée n'est pas répondue immédiatement. Donc, il y en a une partie qui est tout à fait naturelle, qui se fait tout simplement au contact avec l'autre. Après ça, il y a aussi, par contre, il y a aussi des choses qu'on peut faire ou des choses que l'enfant va faire qui vont l'amener à plus rapidement ou de façon plus efficacement se décentrer de sa propre pensée. Dans le rapport à l'autre, s'il voit toujours l'autre dans un rapport où est-ce que dès qu'il y a une contradiction ou dès qu'il y a une opposition, dès qu'il peut se dégager du conflit, il peut se dégager de... Mais c'est sûr que sa pensée va avoir tendance à moins se décentrer de lui-même. Parce que qu'est-ce qui favorise la pensée qui est décentrée de l'égocentrisme? C'est vraiment... c'est voir l'autre, puis l'autre dans son imperfection, qui me déséquilibre, qui provoque ma pensée et qui donc me force moi-même à rééquilibrer ma propre pensée. Je vais m'expliquer. Avec un mais exemple, je peut-être? comprends bien que dans le fond, il faut amener les enfants à sortir de leur zone de confort, Oui. les étonner, les déstabiliser, parce que si on leur donne, comme tu dis, un environnement toujours prévisible qui répond à tous leurs besoins, ils ne seront pas stimulés, disons. D'une certaine manière. Oui, c'est ça, mais ça, puis ça, entre autres, comme tu posais la question tantôt, il y en a une partie qui est tout à fait naturelle. Je veux dire, de façon générale, l'enfant, quand il rentre dans le monde, forcément, il y a énormément de situations d'inconfort là, en bas âge. Si on est dans une fratrie, le simple fait d'avoir un frère ou d'avoir une sœur, ça génère des équilibres constants, là, des situations où l'autre me dérange. Puis parce qu'il me dérange, il me force je suis obligé de repenser ma représentation de ma propre pensée, finalement. On le voit, mais tout ça, l'égocentrisme nous suit. Si je m'en vais
Si je m'en vais, par exemple, dans une cour d'école secondaire puis que je m'intéresse à la conversation que des jeunes vont avoir entre eux, mais on voit encore, là, on voit encore le fond d'égocentrisme, là, où est-ce qu'un adolescent va, par exemple, raconter ce qu'il a fait en fin de semaine. Il va dire « Ah, moi, j'ai fait telle chose », puis l'autre, plutôt que de s'intéresser vraiment à son propos, va répondre ah, ben moi, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Ben moi, j'ai fait telle chose. Nous-mêmes, comme adultes, on a tendance, si vous vous observez là, dans une conversation, à toujours rapporter à notre propre pensée. Là. Puis à se servir des autres, en fait, tout simplement. À se servir de la pensée des autres uniquement comme tremplin pour notre propre pensée. Là. Mais justement, c'est intéressant cette idée que même des adultes restent égocentriques. Puis on va dire que notre culture aujourd'hui peut-être favorise davantage ça. Tout à l'heure, tu donnais l'exemple de jouer à la cachette, là, puis ça me faisait penser dans la Genèse quand Adam et Ève essayent de se cacher de Dieu. Tu vois qu'ils n'ont pas tout à fait, ils n'ont pas été capables de se mettre à la place de Dieu, parce qu'ils auraient compris que Dieu va les trouver de toute façon. Oui, c'est très infantile comme comportement. Dans le fond, qu'est-ce qui explique selon toi que sans être 100% égocentrique, des adultes de notre génération restent pris, disons, dans cet état d'enfance? Bien, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que il faut comprendre que l'égocentrisme, c'est une condition naturelle, mais autant c'est une condition, autant on est appelé à la surpasser. On n'est pas appelé à rester pris, là. On est appelé à prendre la hauteur sur cette condition-là. Puis c'est là où nécessairement on a besoin d'une vision on a besoin de Dieu, en fait, le Dieu parce que si on se décentre de nous-mêmes, mais qu'on se décentre pour aller vers une autre personne ou vers un objet, ou ça reste une décentration, on va dire, horizontale. T'sais, on se décentre, mais on reste à la même hauteur. Versus si on se décentre de notre propre pensée pour aller vers Dieu, mais ce qui arrive, c'est que vraiment symboliquement, on prend de la hauteur sur nous-mêmes, puis ça nous permet de considérer les autres au lieu de juste se projeter sur une autre personne qui serait une idole ou un objet ou peu importe. Mais tu parles de quand on s'intéresse à l'autre, là, de quelque chose d'horizontal, mais est-ce qu'il n'y a pas comme déjà une démarche dans, mettons, le fait d'admirer quelqu'un, là, puis pas juste, mettons, une star de cinéma, là, mais mettons, des saints ou même des héros, là, quelque chose comme ça. Est-ce que ça serait déjà moins horizontal, selon toi, ou non? Bien, ça pourrait... Oui, c'est ça. Ça pourrait déjà être... Il y a plusieurs avenues qui nous permettent d'aller, disons, de faire une décentration qui serait plus verticale. Ça peut être... tu sais, dans le cas d'un saint, cette décentration-là est verticale dans la mesure où le saint nous tire vers Dieu. Là. Ça, c'est sûr, là, mais... Ce qu'on pourrait avoir autre chose... En tout cas, chose certaine, je pense qu'on peut se représenter la décentration, vraiment, c'est ça comme étant un mouvement, on doit se le représenter comme étant un mouvement vertical qui nous permet de prendre la hauteur. Tu sais, dans la Bible, il y a vraiment, on parle de renoncer à soi-même là, pour aller vers Dieu. C'est ça, j'allais dire, c'est presque tout le mouvement chrétien, le mouvement de conversion, de passer de tout par rapport à moi pour me passer à l'altruisme ou l'allocentrisme, me centrer sur l'autre. Oui, tout à fait. Et le tout autre qui est Dieu. Ce que je parle, tu sais, ça réfère beaucoup à Piaget, mais ce que Piaget parlait en termes de décentration, c'est clair que pour nous, on pourrait en parler en termes de conversion, voire même de mouvement vers Dieu, là, de renoncement, en fait. C'est ça que j'allais dire. Même avec Dieu, on peut utiliser Dieu pour le ramener à soi, que Dieu me donne des choses que je veux, que les autres personnes me servent comme des esclaves, que les objets soient simplement pour asservir mes désirs. Donc, c'est pas parce que je suis en relation avec autrui que nécessairement je suis décentré de moi-même. Non, ça, c'est comme un peu en tout cas, il y a plusieurs mouvements qui peuvent s'expliquer comme ça, mais ça reste quand même que si je rencontre l'autre dans son altérité, dans une culture aussi qui me permet de rencontrer l'autre vraiment là, pour ce qu'il est, en vérité, dans ses faiblesses, dans sa souffrance. Si je le vois comme ça, là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là. La plupart du temps, chez les enfants, mais aussi chez nous comme adultes, on a tendance à voir l'autre, mais on a toutes sortes de mécanismes qui nous empêchent de vraiment aller jusqu'à la croix, jusqu'à la souffrance. Là. Donc, on s'empêche d'aller jusque-là, mais si je suis capable de me rendre jusqu'à l'autre, puis je le vois dans son altérité, mais ça crée un processus de décentration qui me permet qui m'aide à renoncer à moi-même puis à monter vers Dieu, là. Plutôt que de tomber dans les autres mouvements, d'aller vers... de rapporter l'autre à moi ou l'inverse. Là. En terminant, Thomas, si tu avais un conseil à donner aux parents qui peut-être s'inquiètent que leurs enfants soient trop égocentriques ou leurs ados peut-être le demeurent trop longtemps, qu'est-ce que tu aurais à dire? Il y a plusieurs choses, mais je dirais un élément paradoxal, c'est que pour aider notre enfant à être moins égocentrique, il faut
il faut entrer en dialogue avec lui. Il faut vraiment l'écouter. Quand il vieillit, surtout, là, maintenant, quand il arrive à 7, 8, 9, 10 ans, sa pensée se développe. On a tendance, des fois, très, très rapidement à éteindre sa pensée puis à pas lui permettre, en fait, Donc, c'est paradoxal, hein, mais comme parent vis-à-vis de son enfant, écouter son enfant en vérité, là, l'entendre, le voir, vivre avec lui, le voir souffrir puis l'écouter, dialoguer avec lui, ça lui permet ensuite, lui, de plus de s'ouvrir à l'autre. D'imiter. Oui, d'imiter. Le parent De s'ouvrir à écoute. l'autre aussi. Ouais. Hey, merci Thomas Plouffe, spécialiste en psychoéducation. Merci beaucoup. Puis bonne chance avec tes petits anges égocentriques à la maison. Merci.